progressivement, j'ai mis en place aussi mes propres projets. J'ai fait de la fiction aussi, puisque j'ai fait un court-métrage qui a eu le prix Jean Vigo d'ailleurs, qui s'appelle La Coupure. Et puis voilà, j'ai essayé de faire un long métrage de fiction, mais j'ai pas réussi finalement à obtenir les financements nécessaires, donc je suis revenue au documentaire. Mais pas forcément par défaut, hein, parce que j'aime beaucoup le documentaire en fait. J'aurais bien aimé faire les deux, quoi. Mais j'aime beaucoup le documentaire, c'est un espace. Bon, faut pas espérer vivre sur un grand train, parce qu'on est quand même très très mal payé, extrêmement précaire. Et comme le disait Claire hier, obligé d'écrire 14 ou 17 versions d'un projet avant d'avoir une chance de pouvoir le tourner, etc. etc. Donc c'est compliqué, hein, mais bon, voilà, c'est quand même passionnant. Donc, voilà. Quand je disais que j'ai fait des films de commande, c'était pas dans n'importe quel créneau non plus, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé de trouver des espaces qui me permettaient d'aller sur des thèmes qui m'intéressaient. Donc effectivement, j'ai travaillé pour L'Œil et la Main, qui est une émission, je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs. Oui, bon, voilà. Et donc j'ai fait pas mal de films pour eux. Et j'ai beaucoup aimé faire ces films-là. J'ai beaucoup aimé être en contact avec un monde que j'ignorais complètement, hein, qui est le monde des sourds. Et j'ai découvert une culture, donc ça m'a passionnée. Voilà. Tu l'as découvert par ce biais-là, en fait ? Par ce biais-là, tout à fait, oui, oui. Et dans cette même boîte de production, on faisait aussi des films, à l'époque déjà sur les migrants, on faisait des petits portraits de migrants un peu positifs, c'est-à-dire qui avaient fait des choses intéressantes en France depuis qu'ils étaient là. Et donc voilà, j'y trouvais mon compte, même si au niveau de l'écriture, on était quand même dans des écritures très formatées, puisque c'était pour la télé. Mais au niveau des thèmes, en tout cas, ça m'intéressait, quoi. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'à peu près toute ma filmographie, c'est presque tout le temps filmer l'autre. C'est ça qui m'intéresse le plus, quoi. Chacun a des rêves qu'il veut réaliser. Il y a des gens qui, c'est des pigeons voyageurs. Si tu n'acceptes pas de leur donner, il faut franchir les frontières par force. C'est le rêve. Voilà votre loi. S'il n'y a pas de guerre, c'est quelqu'un. Elle n'a pas de droit d'esthétiser et refuser. Mais la famine, avec les maladies qui sont en Afrique là, c'est plus que même la guerre. The most of these people just run away from the war. But we do our job. C'est comme un héros, quelqu'un qui part en guerre. Tu peux battre toi seul face à ta vie. Même si tu n'as rien aussi, il y a quelque chose dans ta tête. Le monde, c'est pas seulement je suis dans mon pays. Je voulais que ce film raconte ça aussi, c'est que l'émigration, c'est un mouvement anthropologique. Enfin, je veux dire, c'était depuis l'histoire des hommes, enfin, le résultat de nos histoires respectives dans tous les coins de la Terre sont le résultat de migration et de mélange de populations. Et donc, vouloir arrêter un mouvement comme celui de la migration, c'est aussi vain que de vouloir arrêter le cours d'un fleuve, en fait. Et c'est aussi ça qui traverse le film, les flux de fleuves, de mers, de tout ça, quoi. Donc, je me suis servi aussi de cette métaphore du flux
qui est d'un certain côté déshumanisant parce qu'on assimile un mouvement de gens, de personnes humaines à quelque chose d'inerte qui est le liquide, mais qui a aussi une autre vertu, c'est que quelque part, dans la symbolique de l'eau et du flux, c'est la vie en fait. Donc arrêter un flux, c'est finalement tuer. Au début, en fait, il y a un regard distancié, le regard des contrôleurs, des chasseurs, et après on va à la rencontre en fait des personnes qui sont réfugiées plus dans l'intimité. Et de ceux qui les aident aussi. Oui. Oui, et de ceux qui les aident. Et du coup, je me demandais en fait comment tu t'avais choisi ton point de vue dans ce film-là. En fait, je suis partie de cette vision déshumanisante dans laquelle les migrants sont très souvent enfermés. Ce sont des ombres, et même dans la représentation, je dirais, médiatique, journalistique, et je dis pas que c'est forcément d'ailleurs une intention de la part des journalistes, hein. Moi je n'ai rien contre les journalistes, bien au contraire, je pense que c'est très important dans une démocratie d'avoir des vrais journalistes, mais malheureusement l'écriture journalistique enferme les migrants dans une certaine forme de représentation qui ne va pas les servir au fond. Vous voyez, quand on filme des grands troupeaux de migrants comme ça, on a vraiment cette sensation qu'on est envahi. Quand on filme pas les visages, quand on n'individualise pas les personnes, eh bien ça déshumanise. Il y a même l'idée de flouter les visages, qui pour moi est un truc absolument immonde en fait, qui est soi-disant fait pour les protéger, donc avec les meilleures intentions du monde, mais au fond qui est complètement contre-productif. C'est-à-dire que là, qui on floute en général, les criminels, les gens qui ont quelque chose à se reprocher, enfin vous voyez, et puis le visage, pour moi, tout mon cinéma il est basé aussi sur les visages, vous voyez. Les films que j'ai faits très souvent sont en gros plan sur les visages, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'on peut s'identifier aux personnes qu'on filme en fait. Je suis partie un petit peu du philosophe je ne sais pas si vous connaissez, qui a théorisé, qui a fait toute une théorie autour du visage et de la morale, où en fait, je le dis évidemment beaucoup moins bien que lui, mais où le visage serait le siège de l'éthique, c'est-à-dire le spectacle du visage de l'autre, c'est ce qui m'oblige, c'est ce qui me rend responsable de lui et de sa fragilité, parce que pour Lévinas, le visage c'est la nudité absolue, c'est la fragilité. Et donc pour moi, représenter les migrants sans visage, ça n'aurait pas de sens, quoi. Donc voilà, je me suis souvent posé la question de la représentation, et donc voilà, pour répondre à ta question, quelle représentation les gens qui chassent les migrants ont, forcément celle que nous avons tous malheureusement via la télévision, mais aussi celles qui passent par les instruments de contrôle, où finalement ils ne sont plus que des ombres, des silhouettes dans un écran, etc. Et donc ça m'intéressait de partir de cette vision-là, qui est finalement à la fois la nôtre à tous, et aussi bien sûr celle de ceux qui les pourchassent en notre nom, et de traverser ça, et avec ma caméra à moi, qui est aussi une technologie, mais utilisée d'une toute autre façon, prendre en charge cette représentation autrement. Avec moi, mon point de vue d'individu et d'auteur. Voilà. Et donc le film est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on part de ça et on passe derrière, quoi. On passe derrière et on fait une sorte d'itinérance sur non seulement la vision des migrants eux-mêmes, de ce qu'ils vivent, de les transformer en sujets, mais aussi de ceux qui les aident, de ceux qui les pleurent, de ceux qui... Voilà, parce que les migrants sont aussi des gens qui sont inscrits dans un tissu social, et donc leurs parents, avec ces portraits, ceux qui les enterrent, ceux qui les soignent, voilà.
qu'on met aussi au front. C'est-à-dire que non seulement il y a la souffrance des migrants, mais il y a la souffrance de ceux qui prennent en charge leur détresse. C'est-à-dire que voilà, ce moufti qui enterre des migrants en masse, qui sont en morceaux, dont il rassemble les morceaux de cadavres. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on impose à des gens absolument immondes, quoi. Ceux qui, comme les gens de MSF, les visitent dans les centres de rétention et qui sont obligés aussi de voir des choses terribles. Bon, les parents n'en parlons pas, là ça va de soi. Mais donc c'est une violence multiforme, quoi, qui s'exerce aussi bien sur les migrants que sur beaucoup d'autres personnes. Et pour continuer sur la question de la place, tu pourras peut-être répondre aussi sur votre place. Je me demandais en tant que Français, en fait, blanc, d'aller filmer ces personnes qui sont réfugiées. Donc là, ça se passe dans l'Europe, dans ce film-là. Mais je sais que tu as fait aussi d'autres films. Enfin voilà, est-ce que vous vous êtes posé la question aussi, j'imagine évidemment de votre regard, parce que bon, on porte notre histoire coloniale sur nous aussi. Voilà, c'est aussi les conséquences du colonialisme et de plein d'autres choses. Ah ben ça c'est sûr que quand on est dans ces thématiques, le colonialisme est là tout le temps présent et forcément donc là entre nous et eux, ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'il y a parfois une certaine méfiance de leur part parce qu'on est blanc, mais globalement pas tellement, quoi. Moi je suis assez surprise en fait. C'est-à-dire que l'Occident, on bénéficie quand même toujours de cette image, notamment nous les Français, de pays des droits de l'homme et de pays où il fait bon vivre. Et donc voilà, on a quand même, je ne sais pas pourquoi, c'est assez inexplicable cette chose-là. Et donc, que ce soit avec les Tziganes quand j'étais à Prague, que ce soit là... En tant que Français, on est plutôt bien accueillis et bien reçus. Mais par exemple, avec les Soudanais, c'était plus complexe, parce que eux, voilà, c'était des gens beaucoup plus éduqués, qui avaient cette vision du blanc quand même colonial, etc. Donc il a fallu qu'on fasse un peu nos preuves, on va dire, qu'ils sentent de quel côté on était. Et bon, mais ça s'est quand même très très vite levé les difficultés, quoi. Mais c'est vrai qu'on doit toujours s'interroger, même avec les meilleures intentions du monde et même en étant anticolonialiste, il ne faut pas s'imaginer qu'on est vierge de toute imprégnation de ce néocolonialisme, enfin cet imaginaire colonial, on le porte. De toute façon, tous, ça serait vraiment illusoire de penser qu'on y échappe complètement. Donc il faut rester toujours très à l'écoute de ce qui nous renvoie. C'est-à-dire que parfois, il nous renvoie des choses auxquelles on n'avait pas pensé. On se dit, oui, c'est vrai, au fond, on est quand même porteur de ça sans le vouloir, quoi. Moi, je voudrais rajouter, comme je suis opérateur et je ne fais pas que du docu, mais de la fiction, etc., j'ai commencé par la photo. Et en fait, je me suis toujours posé cette question de photographier plutôt du reportage ou j'allais dire du réel, même si je sais faire du studio, mais la question n'est pas là. C'est le rapport du filmé au filmeur, enfin c'est vraiment un questionnement que je me pose toujours, c'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire du documentaire que de la fiction, parce que la fiction, on en est tous là pour ça, alors là on s'amuse, quoi, en fait. C'est beaucoup plus facile, en fait. Et je voulais rebondir parce que vous avez déjà diffusé nos comments ici. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, on a expérimenté, si je puis dire, le rapport aux gens qu'on filmait, qui étaient en situation quand même difficile, en leur expliquant pourquoi on était là. C'est-à-dire, on n'a pas... Moi, je suis incapable, avec une caméra, de sauter sur j'aurais jamais pu être un reporter de guerre, par exemple. C'est un truc que je pourrais pas faire, ça, parce que je suis pas... Et je sais pas, il y a une séquence qui a été pour moi la plus dure à filmer dans la mécanique, c'est le moment de l'arrestation du jeune Soudanais sous le camion. Et quand je le filme, je le reconnais. J'ai dîné avec lui la veille. Et j'ai envie de poser la caméra puis de l'aider, quoi. Et c'est pour ça que instinctivement j'ai filmé ça de façon chaotique, mais en plus je pense que c'était la façon juste de le filmer, parce que le filmer avec violence raconte la violence aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si je l'avais filmé super propre, ça met des choses à distance. Donc
Et donc pour revenir sur comment filmer, c'est-à-dire simplement on essaie la photo c'est pareil, c'est-à-dire il faut que l'autre comprenne pourquoi on est là. Souvent il y a des gens qu'on n'a pas filmés parce qu'ils n'ont pas voulu être filmés et ça on n'insiste pas évidemment. Ouais, je pense que c'est tout notre travail en fait, enfin, on repose là-dessus, sur filmer l'autre, comment on filme l'autre, quoi. Et c'est une sorte de collaboration en fait, et parfois qui passe pas par le langage, c'est-à-dire on ne demande pas toujours la permission, parce que ça casse quelque chose, vous voyez, quand vous allez demander la permission, etc. Il y a une spontanéité qui est cassée, donc c'est une sorte de dialogue muet, c'est-à-dire que vous sentez dans le regard de l'autre, d'abord vous mettez un peu de temps à installer votre caméra parce que vous lui laissez le temps de sortir du champ si il n'a pas envie d'être filmé, et donc il y a une espèce d'accord tacite qui se crée entre vous et lui, mais ça se fait alors parfois de façon très immédiate et parfois de façon voilà, c'est une sorte d'apprivoisement mutuel. Et c'est comme dans la vie, vous voyez, c'est une histoire de consentement en fait. Voilà, il faut être réceptif à ce que l'autre dégage de réactions par rapport à votre présence, etc. Et bon, c'est passionnant parce que voilà, en même temps, ils nous donnent beaucoup, voilà, en nous donnant leur image, leur regard aussi. هر قسم مسخره گری بکنه شما هم سر ما خب تو بوارو کی ولی که وقت کید مرو خاطر کل شو برو برو میگرم بیچاره برنامهش جو شوی بیا کار نی خود ولا کا مداری انا مو ده احنا ده هذا بره فرنسا وشري شاب شو نغجي شو ما ضاق عمرنا شو كمبره شو يا ميجاز يا افغاني افغاني يا افغاني اینا میشناسم یا افغانی اینا افغانی چرا اونجاست؟ چرا اونجاست؟ سیارس گرفته دیگه نمیبینی؟ نه لا وحالة كمان ترى ضيجي ها وش هنا خارنا كمان ترى بابيقة والله ما ترسم بها تصوير صبر ده انا بي او شوي كيما يا ضونا والله خرافي تعال شوف صور نو انجلان بوليس نو جود فرانس لعل في الحبسه شنو؟ ورينا عاد ها شوي خارنا كي كورينا تنبك اساسي ده نشكينا وده محبوس راسه بص عزيز لا واخلك هذا ده سيدة ده سيدة Dans nos comments, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu,
les regards caméra sont hyper importants. C'est-à-dire que les réfugiés regardaient très souvent la caméra. C'était des regards vraiment qui nous étaient adressés. Et ça, c'est très fort parce qu'évidemment, quand les spectateurs voient le film, c'est à eux que le regard est adressé. Et donc, c'est très émouvant. Et alors, il y a un peu ça avec les regards des parents, hein, ceux qui portent les portraits de leurs enfants disparus. Il y a ça aussi avec les grévistes de la faim, avec les bouches cousues. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui raconte en fait notre relation. Parce que en fait, quand on fait du documentaire, c'est toujours ça. C'est-à-dire que ça soit dit ou non dit, apparent ou pas apparent, c'est toujours l'histoire d'une relation en fait, entre les gens que vous avez filmés et vous. Et donc moi j'aime bien les films où cette relation elle apparaît, même si c'est de manière très subtile. Évidemment le regard caméra, ça fait apparaître, ça nous fait apparaître. D'ailleurs c'est dans la dernière séquence, pour parler globalement du film, le regard est inversé puisque c'est eux qui parlent de nous en fait, parce qu'ils racontent l'Europe, etc. Et d'ailleurs si vous avez remarqué au début, et ça c'est volontaire, évidemment Nathalie l'a laissé au montage, ils disent mais vous voyez il y a des gens qui nous filment, non ok, laisse-les filmer, c'est important. D'ailleurs ils nous donnent l'autorisation de les regarder aussi, et ça je trouve que c'est fondamental parce que c'est tellement facile d'avoir un rapport avec quelqu'un qui est en difficulté, puis d'être là de sa position avec la caméra. Enfin, moi j'ai vu des trucs horribles à Calais où des équipes de la télévision anglaise sautaient sur les migrants, ils arrivaient, ils leur disaient mettez-vous là et tout. C'était insupportable quoi, c'est-à-dire moi je les ai jetés les mecs, c'est pas possible quoi. Et en plus ils étaient dans des situations, ils mangent, il fait froid et tout, puis les gens ils leur sautent dessus comme ça, ils restent 5 minutes, ils s'en vont. Vous voyez, c'est ce qu'on voit là en fait en général. Calais c'est un point de fixation des migrants et tout est fait sur pied, c'est pour ceux qui l'ont vu. Et là on filme la et surtout il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. C'est muet, pas c'est muet. Les migrants parlent quasiment pas. Alors que là, je voulais juste des visages et des expressions et des corps dans la ville. Alors que là, on leur a donné la parole, en fait. C'est tourné, j'ai pas pris de pied du tout, donc j'ai tout fait à l'épaule. Et c'est tourné tout en mouvement, tout dans la violence c'est volontairement, c'est un peu, vous voyez. Pour revenir sur le regard, bon ça c'est pas ça, j'aime bien citer ce truc-là parce que moi ça m'a nourri. C'est le fameux film de Chris Marker, Sans soleil, où il y a une séquence où les petites filles font les femmes font la route. Et puis il s'arrête sur il y a plusieurs qui regardent la caméra, puis lui au commentaire, parce que c'est quand même le roi du commentaire, il dit, et dire que dans les écoles de cinéma, on vous dit qu'il ne faut pas regarder la caméra. On vous apprend à empêcher les gens de regarder la caméra. C'est ce qui est le plus puissant. Quoi. Oui, puis voilà, chercher à gommer le fait qu'il y avait une caméra et quelqu'un derrière et une relation, alors que là, le regard caméra assume qu'il y a une relation et que c'est ça qui est beau. Quand vous travaillez à la télévision, vous dites « Ah, on ne faut pas regarder la caméra, on n'est pas là, faites comme si on n'était pas là ». Évidemment. Non. Ouais. Et oui, parce qu'il y a une espèce voilà, de quête de pseudo-objectivité dans la démarche journalistique qui n'est pas du tout la même que nous en tant qu'auteurs, où on revendique un regard sur, un regard personnel sur. Et on permet aux spectateurs de se distancier de ce regard en l'assumant, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'on essaye d'atteindre une certaine vérité, mais autrement. Sono veramente contentissimo di questa fantastica azione che Bot for People ha fatto, scegliendo anche insomma, Lampedusa come chiusura del progetto Bot for People, perché è giunto il momento di trovare i responsabili e punirli. È brutto dirlo, ma Lampedusa ormai da anni ha visto morire tante persone, è brutto dirlo, ma uno poi si fa l'abitudine. È una cosa orrenda, ma è così.
chose que vous avez dite sur votre parcours qui m'a beaucoup intéressé, puisque je suis un peu dans la même situation, c'est que vous avez essayé de passer à la fiction et que vous avez été bloqué d'une manière ou d'une autre. Et donc on se retrouve souvent parce qu'il y a des financements sur le documentaire, etc., dans le documentaire. Et moi je me demande s'il n'y a pas un regard politique sur cette question-là qui fait que on a tous été élevés dans un monde où les gens passaient du documentaire à la fiction et l'un nourrissait l'autre, etc. On est dans une époque, de la même manière qu'on est dans une époque sans visage, avec ses visages floutés, et qui disent peut-être qu'on est dans une époque sans morale, effectivement, de ce point de vue-là. Mais je pense aussi qu'on est dans une invention de la fiction qui est sans réel, maintenant. On se retrouve avec des films, franchement on s'emmerde au cinéma, hein. On se demande de quoi ça parle, hein, certainement pas de la vie, quoi. Et il y avait une époque où on allait au cinéma pour prendre des nouvelles du réel. Cette époque est morte maintenant et il me semble que ces parcours qui font que des gens qui fabriquent des fictions ont été d'emblée mis sur l'aiguillage de la fiction. Ce sont rarement des gens qui ont fait les allers-retours. Je me demande s'il n'y a pas une portée politique de ça et quelque chose à interroger dans ce sens-là. Oui, il y a quelque chose de très juste dans ce que vous dites. Je pense que malheureusement, comme dans beaucoup d'autres pays aussi, je pense, ceux qui font des films sont la plupart du temps des gens qui appartiennent à une certaine classe sociale et du coup qui racontent des choses qui leur sont proches et qui invisibilisent toute une partie de la société, quoi. Donc, et le système de, comment dire, de financement du cinéma en France, qui a des gros avantages, hein, puisqu'il permet quand même à une cinématographie française de continuer à exister, avec tout un système de subventions, mais aussi de prélèvement, donc d'argent sur chaque ticket de cinéma pour redistribuer, donc il y a un système redistributif, etc. Donc c'est tout à fait vertueux, mais il a des effets pervers. C'est-à-dire que finalement, ce sont des commissions qui examinent vos projets et qui sont incroyablement homogènes au niveau sociologique, vous voyez, c'est hallucinant. Et donc il y a une espèce d'effet de milieu, de clan, de gens qui se connaissent, et donc... alors je ne dis pas que c'est totalement, évidemment, complètement le cas, mais c'est beaucoup le cas. Alors il y a des fois, effectivement, des gens qui sont dans une volonté d'amener des cinéastes venant d'autres milieux, mais ça reste quand même très marginal, en fait. Et donc oui, il y a effectivement soit des films qui sont un peu déconnectés des problèmes de l'époque, soit des films qui racontent des problèmes de l'époque, mais avec un point de vue ou un regard qui n'est pas de l'intérieur, on va dire, hein, pour être gentil. Donc, voilà. Il y a toute une période en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des écoles de cinéma partout. Privées. Et ça coûte très cher. Ça coûte 8 000 € l'année, donc qui va pouvoir se payer 8 000 € peut payer 8 000 € par an. En plus, c'est des écoles, la plupart, on n'apprend rien. Hein, je veux dire, moi j'ai eu des assistants qui arrivent de là, ils connaissent que dalle. mais bon. Oui, ils ont payé, oui. Alors après, ils ont une espèce de... Bon, je ne veux pas faire mon sociologue à la petite semaine, mais enfin bon, c'est intéressant de voir comment moi j'ai connu maintenant, enfin en tout cas ceux avec qui parce que comme je suis au chef opérateur, on change d'équipe en permanence, et après il y a des mutations sociologiques. Je pense que si vous connaissez des sociologues qui étudient ça m'intéresse beaucoup. Parce que je voudrais bien savoir si mon impression est juste ou fausse, parce que peut-être des fois on plaque des choses. J'arrête. Et aujourd'hui, moi je suis professeur à l'université à Bordeaux, en cinéma et donc en master cinéma documentaire, et donc nous on s'efforce dans le recrutement des étudiants, puisque moi je participe au recrutement avec mon collègue, on travaille en binôme,
et avec le responsable de la formation, maintenant je suis co-responsable d'ailleurs de la formation, on s'attache beaucoup à ça, à ce que dans le recrutement des étudiants, il y ait des gens qui ont des parcours atypiques et qui ne viennent pas forcément voilà, de milieux qui les prédestinaient à faire du cinéma. Et on a quelques victoires dont on est assez fiers de gens, et notamment on prend aussi des étudiants étrangers, donc on a des étudiants qui viennent d'Afrique, mais aussi de nos colonies, on va dire. Et ça, c'est assez chouette parce qu'ils amènent évidemment des univers complètement différents et ils sont porteurs de choses extrêmement importantes. Et d'ailleurs, il y en a un un Tchadien, qui était très loin de l'univers du cinéma et c'était pas évident de l'amener à ça, et qui a fait un très beau film, qui a eu d'ailleurs des prix dans le festival étudiant, sur justement la difficulté pour un étudiant étranger de débarquer dans le monde universitaire blanc. Et c'était vraiment très très émouvant, et c'est des voix qu'on n'entend jamais, vraiment quoi. Et les étudiants même de la promo étaient sidérés d'avoir cette voix-là quoi, en fait, parce qu'ils découvraient leurs camarades. Souvent les étudiants étrangers sont très à part des autres, ils vivent un peu entre eux, et c'est vraiment intéressant quoi. Après, il y a un mouvement quand même. Alors là, c'est sorti de ma tête le nom, mais il y a un mouvement en banlieue parisienne, je veux dire dans les banlieues là, où ils font une école en fait gratuite pour vraiment faire émerger des cinéastes. Ouais. Oui, il y a des gens qui se battent pour avec la ça. réalisatrice Oui, il y a Ladjli, mais oui, il en fait partie carrément. Ouais, mais voilà, il y a quand même aussi des choses, je veux dire, je suis assez d'accord avec toi, avec les écoles privées et tout ça. Oui, c'est sûr, mais voilà, il y a des mouvements justement pour qu'ils puissent prendre la parole et tout. Donc les film, c'est rien, donc là où ça bloque, c'est la production. Oui. Le truc, c'est qu'il y a toujours les, comment dire, parce qu'il y a une fois ou deux dans l'année un film fait par quelqu'un qui vient de banlieue ou d'un milieu, etc. On a l'impression qu'on a fait le job, vous voyez, mais après c'est le collectif aussi qui fait force. Enfin, là je veux dire par rapport à, je suis vraiment désolée d'avoir oublié le nom de ce. Ça va me revenir. Mais voilà, Ladjli a une certaine reconnaissance. Il y a aussi la réalisatrice de. Ouais, bon, bref. Je suis un peu fatiguée. Mais voilà, en fait, des personnalités qui sont reconnues et qui, du coup, après peuvent porter des jeunes cinéastes. Et aussi le côté collectif qui fait que ça fait poids aussi. Je pense que ça fonctionne aussi comme ça. Du coup, maintenant, vous vivez en Dordogne, en ce moment. Vous vous êtes dit, on va aller en Dordogne tranquille, se reposer un petit peu. On pensait être tranquille, on pensait se trouver loin des vicissitudes de la ville. On avait vécu Nuit debout, on avait vécu les violences policières pendant la loi travail. Joël s'était fait tirer dessus. Enfin bref, et on s'est dit, bon, on va la mettre en veilleuse, on va se trouver tranquille. Et à peine on était là, les gilets jaunes sont arrivés. Et donc évidemment notre son n'a fait qu'un tour, on a pris notre caméra et on est allé filmer pendant plusieurs mois un groupe de gilets jaunes à côté de chez nous. Et donc voilà, on est en train de monter ce film. Et donc là c'est aussi filmer l'autre, mais c'est la nôtre, autre on va dire. Et c'était aussi très intéressant. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé tout ça avec nous.